Avant de tourner la première page de ce mystère envoûtant, nous aimerions savoir d'où nous lisez-vous en ce moment? Êtes-vous confortablement installé dans un café parisien, emmitouflé sous une couverture au Canada, profitant du soleil brésilien, ou peut-être dans un train traversant la campagne anglaise? Laissez un commentaire avec votre ville ou pays. Nous adorerions créer une carte des lecteurs de Miss Marple à travers le monde. Imaginez, pendant que vous découvrez ce mystère, des milliers d'autres tournent les mêmes pages, mais sous des ciels différents. Maintenant, installez-vous confortablement. L'hiver s'annonce long, la tempête approche, et Miss Marple a un mystère à résoudre. Le train s'arrêta dans un grincement métallique à la petite gare de Winterbourne-on-Hill, un village que le brouillard d'hiver semblait avoir englouti tout entier. Miss Jane Marple descendit prudemment sur le quai glacé, serrant son sac en tapisserie contre elle. À 82 ans, elle avait appris à négocier avec les caprices de l'hiver anglais. Mais cette fois, quelque chose dans l'air lui semblait particulièrement oppressant. Lady Constance Harrington l'attendait près d'une élégante automobile noire, emmitouflée dans un manteau de fourrure qui ne parvenait pas à dissimuler son anxiété. Les deux femmes se connaissaient depuis l'enfance, ayant fréquenté la même école à Bath, bien que leur chemin se soit considérablement éloigné depuis. Constance avait épousé un baron, hérité d'un manoir, et vécu une vie de privilège, tandis que Jane était restée la discrète Miss Marple de St. Mary Mead. « Jane, ma chère amie, comme c'est gentil d'être venue si rapidement », murmura Lady Constance, en l'embrassant avec une chaleur qui contrastait avec le froid ambiant. Ses mains tremblaient, légèrement, et Miss Marple nota immédiatement les cernes profonds sous ses yeux. Durant le trajet vers le manoir, Constance lui expliqua la situation avec une voix entrecoupée d'hésitation. Le collier de diamants Winterbourne, un héritage familial datant du règne de la reine Victoria, avait disparu 3 jours auparavant. Ce qui rendait l'affaire particulièrement troublante, c'était qu'aucune porte ni fenêtre n'avait été forcée. Le coffre-fort dans lequel reposait le collier était resté hermétiquement fermé, son mécanisme intact. Seules 5 personnes connaissaient la combinaison. Lady Constance elle-même, son fils Edmond, sa belle-fille Victoria, le majordome Pemberton qui servait la famille depuis 40 ans, et curieusement, le jeune secrétaire engagé 6 mois plus tôt, Monsieur Philippe Arnaud, un Français venu cataloguer la bibliothèque familiale, la police locale, après une investigation superficielle, avait conclu à un vol commis par un membre du personnel, suggérant que quelqu'un avait dû obtenir la combinaison par ruse. Mais Lady Constance refusait de croire qu'un de ses fidèles serviteurs puisse être coupable. C'est pourquoi elle avait fait appel à son amie d'enfance, sachant que Miss Marple possédait un talent singulier pour démêler les mystères les plus complexes, grâce à sa connaissance approfondie de la nature humaine. Le manoir Winterbourne apparut soudain, à travers le brouillard, imposant et mélancolique. Ses tourelles victoriennes se découpaient contre le ciel gris, comme les doigts squelettiques d'une main fantomatique. Les fenêtres illuminées créaient des rectangles de lumière dorée dans la pénombre hivernale, promettant chaleur et confort. Mais Miss Marple ne put s'empêcher de frissonner. Elle avait vu assez de manoirs dans sa vie pour savoir que derrière leur façade respectable se cachaient souvent les secrets les plus sombres. Alors qu'elles approchaient de l'entrée principale, Miss Marple observa attentivement les alentours. Le jardin était impeccablement entretenu malgré l'hiver, les allées de gravier ratissées avec soin, les haies taillées avec précision militaire. Rien ne semblait déplacé, rien ne suggérait le chaos qu'un cambriolage aurait dû laisser derrière lui. Non, pensa-t-elle en gravissant les marches de pierre. Ce mystère était d'une toute autre nature, et elle sentait déjà qu'il faudrait regarder non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur du manoir et de ses habitants. Pemberton, le majordome, accueillit Miss Marple avec la dignité réservée qu'on attendait d'un serviteur de sa trempe, grand, maigre, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés.
Il incarnait l'image même du domestique britannique traditionnel. Pourtant, Miss Marple remarqua la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts se crispaient imperceptiblement sur le plateau d'argent qu'il portait. Cet homme était profondément perturbé par les événements récents. Edmund Harrington descendit le grand escalier avec l'assurance nonchalante d'un héritier qui n'a jamais eu à se soucier d'argent. À 45 ans, il possédait encore la beauté aristocratique de sa jeunesse, quoique légèrement fané par une vie de plaisir et d'oisiveté. Il salua Miss Marple avec une politesse mécanique, ses yeux bleu pâle révélant un ennui profond face à cette amie de sa mère venue de la campagne. Miss Marple l'observa avec l'attention qu'elle accordait toujours aux gens qui la sous-estimaient. Victoria Harrington, son épouse, fit son apparition peu après, drapée dans une robe d'intérieur en soie émeraude qui mettait en valeur sa silhouette élancée. 20 ans plus jeune que son mari, elle était ce que les magazines londoniens auraient appelé une beauté moderne. Cheveux courts à la garçonne, rouge à lèvres écarlates, regard direct et assuré. Elle accueillit Miss Marple avec une cordialité qui semblait sincère, mais la vieille dame nota la façon dont ses yeux scrutaient constamment la pièce, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Philippe Arnaud surgit de la bibliothèque, les bras chargés de livres anciens, l'air distrait d'un érudit absorbé par ses recherches. Jeune homme d'une trentaine d'années, il possédait ce charme typiquement français, fait de politesse raffinée et d'intelligence vive. Ses lunettes rondes lui donnaient un air studieux, qui contrastait avec son sourire chaleureux. Lorsque Lady Constance lui présenta Miss Marple, il s'inclina avec une courtoisie d'un autre temps et exprima sa joie de faire la connaissance d'une compatriote de Raymond Chandler et Agatha Christie. Mrs. de Doris Fletcher, la gouvernante, apparut ensuite, les joues rougies par le froid des couloirs non chauffés. Femme robuste d'une cinquantaine d'années, elle avait ce visage honnête et franc qui inspirait immédiatement confiance. Elle s'occupa personnellement d'installer Miss Marple dans la chambre d'invités, bavardant avec volubilité sur la vie au manoir, les habitudes de la famille, les petits scandales domestiques. Miss Marple l'encouragea doucement à parler, sachant que les commérages des domestiques révélaient souvent plus de vérité que les déclarations officielles. Le dernier membre du personnel qu'elle rencontra fut James Blackwood, le jardinier en chef, un homme bourru au visage tanné par des décennies passées en plein air. Il était venu livrer des fleurs fraîches pour le salon, une tâche qu'il accomplissait chaque jour depuis 30 ans. Contrairement aux autres, il ne fit aucun effort pour cacher sa méfiance envers cette détective amateur, venue fourrer son nez dans les affaires du manoir. Miss Marple sourit intérieurement, reconnaissant en lui le type de personnage qu'elle avait souvent croisé à St. Mary Mead, honnête jusqu'à la rudesse, mais cachant peut-être quelques secrets. Alors que le soir tombait et que la maisonnée se préparait pour le dîner, Miss Marple s'installa près de la fenêtre de sa chambre, observant les flocons de neige qui commençaient à tomber. La tempête annoncée approchait, et avec elle, la sensation que tous seraient bientôt prisonniers du manoir. Elle sortit son tricot de son sac, activité qui l'aidait toujours à réfléchir, et commença à assembler mentalement les pièces du puzzle. 6 personnes, 5 connaissant la combinaison, un collier disparu sans trace, et aucun signe d'effraction. Oui, pensa-t-elle en comptant ses mailles, ce mystère promettait d'être fascinant. Le dîner fut servi dans la grande salle à manger, une pièce somptueuse, ornée de portraits ancestraux, qui semblaient observer les convives avec une désapprobation séculaire. Pemberton circulait silencieusement autour de la table, remplissant les verres de vin avec une précision mécanique. Miss Marple, assise à la droite de Lady Constance, observait les interactions entre les membres de la maisonnée, avec son attention habituelle, celle qui lui avait permis de résoudre tant de mystères dans son cher village de St. Mary Mead. Edmund monopolisait la conversation, racontant avec suffisance son récent voyage à Londres
et ses exploits au club de gentlemen où il était membre. Victoria l'écoutait avec un sourire figé, pianotant distraitement sur la nappe, avec ses ongles vernis. Miss Marple nota qu'elle ne regardait jamais son mari directement, fixant plutôt un point vague au-dessus de son épaule. C'était là un signe révélateur d'un mariage qui n'existait plus que de façade, une situation que la vieille dame avait observée maintes fois. Philippe Arnaud, invité à se joindre à la famille pour le dîner, apportait une touche de légèreté bienvenue à l'atmosphère tendue. Il parlait avec passion de la collection extraordinaire de la bibliothèque Winterbourne, particulièrement d'un manuscrit médiéval qu'il venait de découvrir dans une caisse oubliée. Lady Constance l'écoutait avec un intérêt maternel, visiblement heureuse d'avoir quelqu'un qui appréciait les trésors culturels de sa famille. Edmund, en revanche, bâillait ostensiblement, qualifiant les vieux livres de tas de poussière inutiles. C'est alors que Victoria, prenant tout le monde par surprise, aborda directement le sujet du collier disparu. « Nous devrions peut-être consulter un médium », suggéra-t-elle d'une voix claire, qui traversa le silence soudain. « J'ai entendu parler d'une Madame Zelenska qui réside à Bath. Elle pourrait organiser une séance de spiritisme pour communiquer avec les esprits du manoir. » Edmund éclata d'un rire méprisant, mais Miss Marple remarqua que Lady Constance pâlissait considérablement, ses doigts se crispant sur son verre de vin. Philippe Arnaud intervint avec tact, expliquant qu'en France, certains mystères avaient effectivement été résolus par des moyens non conventionnels. Il raconta l'histoire d'un château de la Loire, où des objets disparaissaient régulièrement, et comment un médium avait finalement révélé l'existence d'un passage secret, inconnu, des propriétaires actuels. Miss Marple l'écouta attentivement, moins intéressée par l'histoire elle-même que par la réaction qu'elle provoquait. Pemberton avait failli laisser tomber la soupière qu'il servait, et Edmund s'était redressé brusquement sur sa chaise. « Je ne permettrai pas de telles sottises dans cette maison », déclara Edmund avec une autorité soudaine qui contrastait avec son attitude habituelle, d'oisiveté. Les Harrington ne s'abaissent pas à de telles superstitions de bonne femme. Victoria haussa les épaules, avec élégance. Mais Miss Marple vit un éclair de triomphe dans ses yeux. Cette jeune femme avait délibérément lancé cette suggestion pour provoquer une réaction. Mais laquelle, exactement? Et pourquoi, alors que le dessert était servi, un soufflet au grand marnier qui aurait dû être le point culminant du repas? L'atmosphère était devenue si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Miss Marple observa chaque visage autour de la table. Lady Constance, anxieuse et fatiguée. Edmund, agité et sur la défensive. Victoria, satisfaite d'une manière mystérieuse. Philippe, mal à l'aise mais curieux. Et Pemberton, debout contre le mur, son visage habituellement impassible trahissant une inquiétude profonde. « Oui », pensa Miss Marple, en goûtant délicatement son soufflet. Il se passait bien plus de choses dans ce manoir qu'un simple vol de bijoux, et elle était déterminée à découvrir quoi. Le lendemain matin, Miss Marple se réveilla tôt, comme à son habitude. La tempête de neige annoncée avait commencé durant la nuit, et à travers sa fenêtre, elle ne voyait plus qu'un paysage uniformément blanc. Le manoir était effectivement coupé du monde extérieur, exactement comme elle l'avait pressenti. Cette isolation forcée allait certainement accélérer les choses, forçant les secrets à remonter à la surface, comme des bulles dans une eau stagnante. Après un petit déjeuner solitaire, la plupart des habitants du manoir préférant rester au lit par ce temps maussade, Miss Marple décida d'explorer la fameuse bibliothèque. Elle y trouva Philippe Arnaud, déjà au travail, perché sur une échelle, examinant les volumes poussiéreux des rayonnages supérieurs. « Ah, Miss Marple !» s'exclama-t-il en descendant avec agilité. « Vous êtes matinale. Puis-je vous offrir une visite guidée de ce temple du savoir ?» La bibliothèque était véritablement impressionnante. Une salle à 2 étages avec des galeries courant le long des murs, tous couverts de livres du sol au plafond. L'odeur caractéristique du vieux papier et du cuir patiné emplissait l'air, créant une atmosphère à la fois studieuse
et mystérieuse. Philippe lui montra fièrement les premières éditions de Dickens, une collection complète des œuvres de Shakespeare datant du XVIIe siècle, et même un livre d'heures enluminé qui aurait appartenu à une princesse française. En parcourant les rayons avec Philippe, Miss Marple l'interrogea subtilement sur sa présence au manoir. Il expliqua qu'il avait été recommandé par un professeur d'Oxford qui connaissait la famille Harrington. Sa tâche consistait à cataloguer l'ensemble de la collection, un travail de plusieurs années qui nécessitait expertise et patience. « Lady Constance est merveilleuse, » dit-il avec sincérité. « Elle comprend la valeur de ses trésors. Mais Monsieur Edmond... » Il s'interrompit, cherchant ses mots avec diplomatie. Il a suggéré à plusieurs reprises de vendre la collection pour, comment dit-on, liquider certains actifs. Cette information était révélatrice. Miss Marple avait déjà deviné qu'Edmund n'était pas un homme de grande culture, mais découvrir qu'il envisageait de vendre le patrimoine familial suggérait des problèmes financiers. Elle demanda innocemment si le collier Winterbourne aurait une grande valeur sur le marché. Philippe hocha la tête gravement. « Une fortune, Miss Marple. J'ai fait des recherches par curiosité professionnelle. Un collier de ce prestige, avec sa provenance historique, pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers de livres lors d'une vente aux enchères. » C'est alors que Miss Marple remarqua quelque chose d'intéressant. Une section de la bibliothèque semblait avoir été récemment perturbée, les livres remis en place hâtivement, la poussière dérangée d'une manière inégale. Philippe suivit son regard et fronça les sourcils. « Étrange, » murmura-t-il. « J'avais organisé cette section la semaine dernière. Et maintenant... » Il grimpa à l'échelle et examina les volumes. Après quelques minutes, il redescendit, l'air perplexe. « Il manque un livre, » annonça-t-il. « Un volume de l'Encyclopédie Britannica, édition de 1887. Qui volerait un vieux livre de référence ?» Miss Marple sourit légèrement. Cette expression qui indiquait qu'elle venait de faire une connexion importante. « Mon cher monsieur Arnaud, » dit-elle doucement, « je ne crois pas que quelqu'un ait volé ce livre pour sa valeur littéraire. » Elle examina l'espace vide sur l'étagère, passa un doigt le long du rayon et hocha la tête. « Non, je pense que ce livre a été déplacé pour une raison très différente, peut-être pour cacher quelque chose, ou pour révéler quelque chose. » Philippe la regarda avec une admiration croissante, réalisant qu'il était en présence d'un esprit véritablement remarquable. Ils continuèrent leur exploration, mais Miss Marple gardait l'information sur le livre manquant, bien ancré dans son esprit, dans sa longue expérience. Elle avait appris que les petits détails, apparemment insignifiants, étaient souvent les clés des mystères les plus complexes. Un collier disparu, et maintenant, un livre manquant. Deux objets, deux absences. Il devait y avoir un lien, et elle était déterminée à le trouver avant que la tempête ne se calme, et que le coupable n'ait l'opportunité de s'échapper avec son butin. L'après-midi trouvait Miss Marple installée dans le salon de thé, cette pièce confortable où Lady Constance recevait habituellement ses invités intimes. Pemberton entra silencieusement, portant un plateau d'argent avec le service à thé et une assiette de biscuits délicatement arrangée. Miss Marple le remercia chaleureusement et, avec le tact qui la caractérisait, l'invita à s'asseoir un moment. « Vous devez être épuisé, Pemberton. 40 ans de service loyal méritent bien quelques minutes de repos. » Le majordome hésita, tiraillé entre les conventions strictes de son métier et l'offre bienveillante de cette dame respectable. Finalement, il s'assit sur le bord d'un fauteuil, raide comme un piquet, ses mains jointes sur ses genoux. Miss Marple versa le thé avec les gestes précis d'une hôtesse accomplie et commença à parler de St. Mary Mead, de son propre jardinier, qui avait servi dans la même maison pendant 30 ans, créant ainsi un pont de confiance entre eux. Graduellement, Pemberton se détendit, et bientôt, encouragé par les questions subtiles de Miss Marple, il commença à parler de la famille Harrington. « J'ai vu grandir Monsieur Edmond, » dit-il avec une nostalgie teintée de tristesse.
un garçon brillant, plein de promesses. Mais après Oxford, quelque chose a changé. Il a commencé à fréquenter certains clubs à Londres, à jouer aux cartes, à faire des investissements hasardeux. Le vieil homme secoua la tête avec désapprobation. Lady Constance ne sait pas tout, mais moi, je sais. Miss Marple attendit patiemment, sachant que Pemberton avait besoin de temps pour exprimer ce qui le tourmentait. Finalement, il avoua. Monsieur Edmund a des dettes, Miss Marple, des dettes considérables. Des hommes sont venus au manoir il y a 3 mois, des hommes qui n'avaient pas l'air de gentlemen. Lady Constance était à Bath ce jour-là, heureusement. Monsieur Edmund les a reçus dans son bureau, et j'ai entendu. Soudain, il s'arrêta, mal à l'aise de rapporter ce qu'il avait surpris. « Vous avez entendu des menaces ?» suggéra gentiment Miss Marple. Pemberton hocha la tête misérablement. Il parlait de sommes énormes, de délais, de conséquences, si le paiement n'était pas effectué. Après leur départ, j'ai trouvé M. Edmund dans son bureau, la tête entre les mains. Il m'a vu et a immédiatement repris contenance, me disant que ce n'était rien, juste une affaire d'investissement qui avait mal tourné. Le majordome leva vers Miss Marple des yeux remplis de détresse. « Pensez-vous qu'il ait pu ?»« Non, c'est impossible. Voler le collier de sa propre mère. » Miss Marple réfléchit soigneusement avant de répondre. « Pemberton, dans ma longue vie, j'ai appris que les êtres humains sont capables de bien des choses lorsqu'ils sont désespérés. Cela ne les rend pas nécessairement mauvais, simplement humains. » Elle but une gorgée de thé, laissant ses paroles s'installer. « Mais nous devons considérer tous les aspects. Dites-moi, le jour où le collier a disparu, qui était présent au manoir ?» Pemberton ferma les yeux, se remémorant cette journée fatidique d'il y a 3 jours. Lady Constance était sortie toute la matinée pour rendre visite à une amie malade dans le village. Monsieur Edmund était dans son bureau, Madame Victoria dans sa chambre, Monsieur Arnaud dans la bibliothèque. Mrs. Fletcher préparait le déjeuner. Blackwood travaillait dans les serres à cause du mauvais temps. Et moi, il sembla soudain réaliser quelque chose. Moi, j'avais été envoyé en ville chercher un colis à la gare. C'est Monsieur Edmund qui me l'avait demandé, insistant pour que j'y aille immédiatement. Les yeux de Miss Marple pétillèrent d'intérêt. « Et combien de temps êtes-vous resté absent ?» Pemberton réfléchit. « Environ 2 heures. La gare est à 5 miles, et avec la neige qui commençait, la route était difficile. » Miss Marple hocha la tête pensivement. 2 heures, pendant lesquelles le majordome, celui qui connaît tous les secrets du manoir, était commodément absent. Très intéressant, Pemberton. Très intéressant, en effet. Ce soir-là, après le dîner, Victoria Harrington proposa à Miss Marple de l'accompagner dans le salon de musique pour admirer la collection d'instruments anciens de la famille. Miss Marple accepta avec plaisir, sentant que la jeune femme souhaitait lui parler en privé. Le salon de musique était une pièce élégante, décorée dans le style Arts and Crafts, avec un magnifique piano à queue Steinway qui trônait près de la fenêtre donnant sur les jardins enneigés. Victoria s'installa au piano et commença à jouer, ses doigts courant sur les touches avec une grâce surprenante. Miss Marple reconnut une sonate de Chopin, exécutée avec une sensibilité qui révélait une âme bien plus profonde que ce que suggérait l'apparence frivole de la jeune femme. Lorsque la musique s'éteignit, Victoria resta immobile un moment, les mains sur le clavier, avant de se tourner vers Miss Marple avec un regard intense. « Vous devez penser que je suis une femme superficielle », commença-t-elle sans préambule, l'épouse trophée d'un homme riche, gâté et oisive. Miss Marple ne dit rien, attendant patiemment la suite. Victoria rit amèrement. Peut-être l'étais-je au début. J'avais 23 ans quand j'ai épousé Edmund. Il était beau, charmant.
Et surtout, il représentait une échappatoire à ma vie étriquée de fille de pasteur, mais j'ai vite découvert que j'avais échangé une cage contre une autre. Elle se leva et marcha vers la fenêtre, observant la neige qui continuait de tomber inlassablement. Edmond ne m'aime pas, Miss Marple. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait jamais aimé. J'étais une acquisition, comme un tableau ou un meuble précieux, quelque chose à exhiber lors des réceptions. Sa voix se brisa légèrement. Et maintenant, je découvre qu'il a dilapidé la fortune familiale dans des jeux et des investissements stupides. Lady Constance ne sait rien, et Edmond fait tout pour que cela reste ainsi. Miss Marple s'approcha doucement. « Ma chère enfant, pourquoi me dites-vous tout ceci ?» Victoria se retourna, les yeux brillants de larmes contenues. « Parce que je sais pourquoi vous êtes vraiment ici. Le collier n'a pas été volé par un cambrioleur extérieur, n'est-ce pas? Quelqu'un dans cette maison l'a pris, et je veux que vous sachiez que ce n'était pas moi. » Elle inspira profondément. « Mais je sais qui pourrait l'avoir fait. » Miss Marple attendit, son cœur battant légèrement plus vite, bien qu'elle n'en montrât rien extérieurement. Victoria continua. « Il y a 3 semaines, j'ai surpris Edmond dans le bureau de sa mère, essayant d'ouvrir le coffre-fort. Quand il m'a vu, il a prétendu chercher un document, mais je connais mon mari, Miss Marple. Il mentait. Il notait quelque chose dans un carnet, des chiffres. Je pense qu'il essayait de deviner la combinaison. »« Et vous ne l'avez dit à personne ?» demanda doucement Miss Marple. Victoria secoua la tête. J'avais peur. Peur de ce qu'Edmond pourrait faire s'il savait que je l'avais vu. Peur aussi pour Lady Constance, qui a déjà le cœur fragile. Découvrir que son propre fils. Elle ne termina pas sa phrase. Mais maintenant que le collier a disparu, je ne peux plus me taire. Vous devez le retrouver, Miss Marple. Pas pour la valeur de l'objet, mais pour sauver cette famille de la honte et du scandale. » Miss Marple prit les mains de la jeune femme dans les siennes, des mains douces et ridées, tenant des mains jeunes et tremblantes. « Victoria, vous avez fait preuve d'un grand courage en me confiant ceci. Mais je dois vous demander, êtes-vous absolument certaine qu'Edmond est le coupable ?» Victoria hésita, puis admit. « Non, pas absolument. Mais qui d'autre pourrait s'être ?» Miss Marple sourit mystérieusement. « C'est précisément ce que nous devons découvrir, ma chère, et je commence à avoir une idée. » Le matin suivant apporta une surprise inattendue. Mrs. Fletcher, en effectuant le ménage dans la chambre ouest, celle qui était habituellement fermée pendant l'hiver, découvrit que l'un des panneaux de boiserie était entrouvert. Intriguée, elle l'avait poussé complètement et découvert un passage étroit, s'enfonçant dans l'obscurité. Effrayée, elle avait immédiatement alerté Lady Constance, qui avait convoqué toute la maisonnée dans le grand salon. « Un passage secret !» s'exclama Philippe Arnaud avec l'enthousiasme d'un enfant. « Comme dans les romans gothiques, il faut absolument l'explorer. » Edmond, pour une fois, semblait aussi intrigué que le jeune Français. « Je ne savais pas que ce passage existait, » admit-il. « Père ne m'en a jamais parlé. » Lady Constance paraissait profondément troublée. « Mon défunt mari mentionnait parfois les vieux passages utilisés par les domestiques au temps de ses grands-parents, mais je pensais qu'ils avaient tous été condamnés. » Miss Marple, qui avait écouté en silence, demanda la permission d'examiner la découverte. Accompagnée de Philippe, et à sa surprise, de Pemberton qui insista pour les escorter avec une lampe à huile, elle se dirigea vers la chambre ouest. Le passage était étroit, les murs de pierre humide au toucher, et l'air sentait le renfermer et la poussière accumulée pendant des décennies. Ils avancèrent prudemment, Miss Marple tenant fermement le bras de Philippe, suivant la lumière tremblante de la lampe de Pemberton. Le passage serpentait à travers les murs du manoir, descendant parfois par de petits escaliers usés,
tournant à des angles inattendus. « C'est extraordinaire », murmurait Philippe. « Un véritable labyrinthe secret. On pourrait se perdre ici pendant des heures. » Miss Marple ne disait rien, mais ses yeux observaient tout. Les marques dans la poussière, la disposition des toiles d'araignée, les indices qui racontaient une histoire. Après environ 10 minutes de marche prudente, ils arrivèrent à un embranchement. Un passage continuait, vers ce qui semblait être les caves, tandis que l'autre montait, vers les étages supérieurs. C'est alors que Miss Marple remarqua quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Des traces, récentes, dans la poussière, des empreintes de pas qui ne pouvaient avoir plus de quelques jours. « Pemberton, » dit-elle doucement, « éclairez ici, s'il vous plaît. » Le majordome approcha la lampe, et tous trois observèrent les empreintes. Elles montaient vers l'étage supérieur, puis revenaient. Quelqu'un avait utilisé ce passage très récemment. « Mon Dieu !» murmura Pemberton, sa voix habituellement contrôlée trahissant son choc. Quelqu'un connaissait l'existence de ces passages. Quelqu'un s'en est servi. Miss Marple hocha la tête gravement. « Oui, et je crois que nous venons de découvrir comment le voleur est entré dans le bureau de Lady Constance sans forcer aucune porte. » Ils décidèrent de suivre les traces jusqu'au bout. Le passage les mena effectivement à l'étage supérieur et après quelques virages, déboucha sur le bureau privé de Lady Constance. Le panneau secret s'ouvrait derrière une grande bibliothèque, si bien dissimulée qu'on ne pouvait le voir, à moins de savoir exactement où chercher. Miss Marple examina le mécanisme avec fascination. Il était ancien, mais fonctionnel, actionné par un simple levier caché dans la moulure. « Voilà notre mystère, en partie résolu », annonça Miss Marple, en retournant au salon, où les autres les attendaient avec impatience. Le voleur n'avait pas besoin de connaître la combinaison du coffre, car il n'est jamais passé par la porte principale. Elle expliqua leur découverte, observant attentivement les réactions de chacun. Edmund semblait genuinement surpris, Victoria pâle et anxieuse, Lady Constance au bord des larmes. Mais c'était Philippe Arnaud qui retenait particulièrement l'attention de Miss Marple. Le jeune Français avait l'air profondément troublé, comme s'il venait de comprendre quelque chose de terrible. Lorsque Miss Marple croisa son regard, il détourna rapidement les yeux. « Intéressant, » pensa-t-elle. « Très intéressant. » Le mystère s'épaississait, mais les pièces commençaient à s'assembler dans son esprit méticuleux. Le passage secret, le livre manquant, les dettes d'Edmond, les empreintes récentes dans la poussière. Tout était lié, elle en était certaine. Et bientôt, très bientôt, elle aurait toutes les réponses. Après le déjeuner, Miss Marple chercha Philippe Arnaud et le trouva dans la bibliothèque. Mais cette fois, il ne travaillait pas. Il était assis dans l'un des fauteuils en cuir, la tête entre les mains, l'image même du désespoir. Lorsqu'il entendit les pas de Miss Marple, il leva la tête, et elle vit que ses yeux étaient rougis. « Monsieur Arnaud, » dit-elle gentiment, en s'asseyant près de lui, « je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation franche, vous et moi. » Philippe la regarda longuement, puis soupira profondément. « Vous savez, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix défaite. « Vous avez tout compris. » Miss Marple sortit son tricot de son sac, un geste qui avait quelque chose de réconfortant dans sa banalité. « Je sais certaines choses, mais pas tout. Pourquoi ne me racontez-vous pas votre histoire, mon cher garçon ?» Depuis le début, Philippe se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la neige qui formait maintenant des congères impressionnantes contre les murs du manoir. « Je ne suis pas vraiment Philippe Arnaud, » commença-t-il. « Enfin, si, c'est bien mon nom, mais je ne suis pas un simple catalogueur de bibliothèque. » Il se retourna pour faire face à Miss Marple. « Je suis détective privé, engagé il y a 6 mois par Lady Constance elle-même. » Cette révélation aurait surpris n'importe qui d'autre, mais Miss Marple se contenta de hocher la tête, comme si cela confirmait simplement ce qu'elle soupçonnait déjà. « Elle vous a engagé pour enquêter sur les problèmes financiers de son fils, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Philippe acquiesça.
Elle avait des soupçons depuis 1 an, des factures impayées, des créanciers qui appelaient, des changements dans le comportement d'Edmund, mais elle ne voulait pas aller à la police ou engager une agence officielle. Cela aurait créé un scandale. Alors elle a créé ce poste de catalogueur de bibliothèque. Continua Miss Marple, les aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Une couverture parfaite qui vous permettait d'être dans le manoir, d'observer, de fouiller discrètement. Très ingénieux. Philippe sourit tristement. Lady Constance est une femme remarquable. Elle aime son fils malgré ses défauts et voulait l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Mes investigations ont confirmé ses pires craintes. Edmund doit plus de 100 000 livres à divers créanciers, principalement des dettes de jeu. Et puis le collier a disparu, dit Miss Marple. Philippe hocha la tête misérablement. 3 jours après que j'ai remis mon rapport complet à Lady Constance. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. J'ai immédiatement pensé qu'Edmund avait volé le collier pour payer ses dettes. Mais ensuite, j'ai découvert le passage secret, et tout est devenu plus compliqué. Il s'assit lourdement, et j'aurais dû dire la vérité immédiatement. Mais Lady Constance m'a fait promettre de garder le secret, jusqu'à ce que nous soyons absolument certains. Miss Marple arrêta de tricoter et regarda Philippe avec compassion. « Mon cher garçon, vous êtes dans une position très difficile. Mais dites-moi, quand avez-vous découvert l'existence du passage secret ?» Philippe hésita. « Il y a 2 jours, en cherchant ce livre manquant de l'encyclopédie, j'ai remarqué un courant d'air derrière l'étagère, et en examinant de plus près, j'ai trouvé le mécanisme. J'ai exploré le passage cette nuit-là seul, et c'est alors que j'ai découvert qu'il menait au bureau de Lady Constance. Et vous avez trouvé quelque chose d'autre dans ce passage, n'est-ce pas ?» demanda doucement Miss Marple. Philippe la fixa avec stupéfaction. « Comment ?» Il secoua la tête avec admiration. « Oui, j'ai trouvé ceci. » Il sortit de sa poche un mouchoir de soie avec des initiales brodées. VH, Victoria, Harrington. Miss Marple examina le mouchoir, puis le rendit à Philippe. « Je vois, » dit-elle simplement. « Maintenant, monsieur le détective, je crois qu'il est temps que nous unissions nos forces, car, voyez-vous, j'ai ma propre théorie sur ce qui s'est vraiment passé. Et si j'ai raison, nous découvrirons bientôt que ce mystère est bien plus complexe que nous ne l'imaginions. » Miss Marple convoqua une réunion de tous les habitants du manoir, dans la grande bibliothèque, ce soir-là. Le vent hurlait dehors, faisant trembler les fenêtres, et la tempête semblait avoir atteint son apogée. Des bougies supplémentaires avaient été allumées, créant une atmosphère à la fois solennelle et dramatique. Tous étaient présents. Lady Constance, pâle mais digne. Edmund, nerveux et agité. Victoria, élégante, malgré la tension visible. Philippe, qui s'était positionné près de la porte. Pemberton et Mrs. Fletcher, debout, respectueusement, à l'écart. « Mesdames et messieurs, » commença Miss Marple de sa voix douce mais claire, « je vous ai réunis ce soir parce que je crois avoir résolu le mystère du collier Winterbourne disparu. » Un silence absolu tomba sur l'assemblée, mais avant de révéler l'identité du coupable, permettez-moi de récapituler les faits tels que nous les connaissons. Elle s'installa confortablement dans son fauteuil, son tricot sur les genoux, l'image même de la grand-mère inoffensive. Le collier a disparu il y a 4 jours, un jour où Pemberton avait été commodément envoyé à la gare, continua-t-elle. Aucune porte n'avait été forcée, aucune fenêtre brisée. Cela nous laissait 5 suspects, les 5 personnes connaissant la combinaison du coffre-fort. Elle leva un doigt, mais aujourd'hui, nous avons découvert l'existence d'un passage secret reliant plusieurs parties du manoir. Ce passage change tout, car le voleur n'avait pas besoin de la combinaison. Il pouvait entrer dans le bureau par le passage et prendre le collier pendant qu'il était sorti du coffre. Edmund bondit de sa chaise. C'est ridicule. Comment aurait-il su quand le collier serait sorti du coffre? Miss Marple le regarda calmement. Excellente question, monsieur Harrington. En effet, comment le voleur aurait-il pu le savoir, à moins bien sûr qu'il n'ait eu un complice?
Quelqu'un qui connaissait les habitudes de Lady Constance. Quelqu'un qui savait qu'elle sortait le collier chaque jeudi pour le nettoyer et le vérifier. Victoria se leva brusquement, son visage devenu livide. « Que suggérez-vous exactement, Miss Marple ?» La vieille dame sortit le mouchoir de soie que Philippe lui avait confié. « J'ai bien peur, ma chère Victoria, que ce mouchoir trouvé dans le passage secret ne vous implique directement. » Des exclamations de surprise remplirent la pièce. Lady Constance porta la main à son cœur. « Victoria ? Non, c'est impossible. » Mais Miss Marple leva une main apaisante. « Attendez, je n'ai pas terminé. Oui, Victoria était impliquée, mais pas comme vous le pensez. » Elle se tourna vers la jeune femme. « Ma chère, vous aviez découvert l'existence du passage, par hasard, n'est-ce pas, en explorant le manoir pendant une de vos insomnies, et quand vous avez réalisé qu'il menait au bureau de votre belle-mère. Vous avez pensé que c'était là votre chance de sauver votre mariage. » Victoria s'effondra dans son fauteuil, les larmes coulant sur ses joues. « Je voulais juste l'aider, » sanglota-t-elle. Edmond était si désespéré à cause de ses dettes. Je pensais que si je prenais le collier, il pourrait le vendre discrètement, payer ses créanciers, et personne n'aurait besoin de savoir. Je ne voulais pas voler, je voulais emprunter temporairement. Edmond se précipita vers sa femme, la prenant dans ses bras pour la première fois depuis des mois. « Victoria, non, tu n'aurais pas dû. » Mais Miss Marple les interrompit. « Je crains que nous n'ayons pas encore toute l'histoire. » Elle regarda Philippe. « Monsieur Arnaud, ou devrais-je dire, monsieur le détective privé, voulez-vous expliquer le reste ?» L'assemblée se tourna vers Philippe, stupéfaite par cette nouvelle révélation. Philippe s'avança, mal à l'aise, mais résolu. « Victoria a effectivement pris le collier il y a 4 jours, mais lorsqu'elle est retournée dans le passage pour le cacher temporairement, avant de trouver un moyen de le sortir du manoir, elle a découvert que quelqu'un d'autre utilisait aussi le passage. Elle a paniqué, a laissé tomber son mouchoir et s'est enfuie. » Il inspira profondément. Le collier Winterbourne a été volé 2 fois. Une fois par Victoria et une seconde fois par la personne qui l'a intercepté dans le passage. Et cette personne, il regarda autour de lui, son regard s'arrêtant finalement sur une silhouette qui se tenait dans l'ombre. Cette personne est ici, dans cette pièce. Chapitre 10. La résolution et le pardon, un silence de mort, s'abattit sur la bibliothèque. Tous les regards se tournèrent dans la direction qu'indiquait Philippe, vers l'ombre où se tenait Mrs. Fletcher, la gouvernante, la robuste femme sortie de l'obscurité, son visage honnête maintenant marqué par le remords et le désespoir. « C'est vrai, » dit-elle d'une voix brisée. « C'est moi qui ai pris le collier à Victoria. Mon Dieu, pardonnez-moi. » Miss Marple hocha tristement la tête. Mrs. Fletcher connaissait aussi l'existence des passages secrets. Elle travaille dans ce manoir depuis 25 ans. Après tout, sa mère avant elle était gouvernante ici, et sa grand-mère également. Les secrets domestiques se transmettent de génération en génération. La vieille dame regarda la gouvernante avec compassion. « Mais vous n'avez pas agi par cupidité, n'est-ce pas, Mrs. Fletcher? Vous aviez une raison désespérée. » Mrs. Fletcher s'effondra sur une chaise, sanglotant. « Ma fille, ma pauvre Mary, elle a besoin d'une opération urgente, une opération que je ne peux pas me permettre. Les médecins disent qu'elle mourra sans ce traitement. » Elle leva vers Lady Constance un visage ravagé par l'angoisse. « J'ai servi cette famille toute ma vie, milady. J'aurais donné ma vie pour vous. Mais quand il s'agit de choisir entre mon devoir et la vie de mon enfant... » Elle ne put continuer, submergée par l'émotion. Lady Constance s'approcha de sa gouvernante, ses propres yeux remplis de larmes. « Doris, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Vous savez que je vous aurais aidé. » Mrs. Fletcher secoua la tête. « Je ne pouvais pas demander, milady. Vous aviez déjà tant de soucis avec les problèmes de M. Edmond. Et puis, j'ai vu Victoria prendre le collier dans le passage. Je l'ai suivie, et quand elle l'a posé un moment pour vérifier qu'elle n'était pas suivie, je l'ai pris. C'était comme si Dieu me présentait, toi, une solution. »« Où est le collier, maintenant ?» demanda doucement Miss Marple. Mrs. Fletcher se leva avec difficulté
et se dirigea vers l'une des étagères basses de la bibliothèque. Elle déplaça quelques livres et sortit le volume manquant de l'Encyclopédie Britannica. À l'intérieur, le livre avait été creusé, créant une cachette parfaite où brillait le collier Winterbourne dans toute sa splendeur. Je n'avais pas encore eu le courage de le vendre, admit-elle. Chaque fois que je le regardais, je pensais à tous ces Harrington dans les portraits. Me regardant avec déception, Lady Constance prit le collier. Mais au lieu de la colère attendue, son visage n'exprimait que de la tristesse et de la compréhension. « Doris, vous auriez dû venir me voir. » Elle se tourna vers Edmund. « Mon fils, j'ai appris récemment, grâce à Monsieur Arnaud, ici présent, l'étendue de tes difficultés financières. J'ai été aveugle et peut-être trop indulgente. » Edmund baissa la tête, incapable de soutenir le regard de sa mère. « Mais, » et continua Lady Constance d'une voix plus ferme, « l'amour d'une mère ne connaît pas de limite, même quand il doit être accompagné de fermeté. » Elle se tourna vers l'assemblée. « Voici ce que nous allons faire. Ce collier sera vendu, oui, mais de manière appropriée, par l'intermédiaire de Christie's. » Elle regarda Edmund. « L'argent servira d'abord à payer tes dettes, mon fils. Toutes tes dettes. En échange, tu suivras une thérapie pour ton addiction au jeu, et tu prendras enfin tes responsabilités dans la gestion du domaine. » Elle se tourna vers Madis Fletcher. « Une partie substantielle sera mise de côté pour l'opération de Mary. Considérez cela comme le salaire de 25 ans de service loyal. » Miss Marple sourit, son tricot reprenant son rythme régulier. « Une solution élégante, Lady Constance. Et Victoria ?» demanda-t-elle doucement. La jeune femme se leva, prenant la main d'Edmund. « J'ai agi par amour, aussi mal avisé que ce fut. Mais j'ai appris quelque chose d'important ces derniers jours. » Elle regarda son mari dans les yeux. « L'amour sans communication n'est qu'une cage dorée. Si nous voulons que notre mariage survive, nous devons apprendre à nous parler. Vraiment, nous parler. » Philippe Arnaud s'avança, s'inclinant respectueusement devant Lady Constance. « Quant à moi, milady, ma mission ici est terminée. À moins que vous ne souhaitiez toujours que je catalogue votre magnifique bibliothèque. » Lady Constance sourit pour la première fois depuis des jours. « Bien sûr, Philippe, vous faites maintenant partie de la famille Winterbourne, et votre secret est en sécurité avec nous. » Elle regarda autour d'elle, vers toutes les personnes rassemblées. « Nous sommes tous liés par ce qui s'est passé ici. Nous avons tous failli, d'une manière ou d'une autre, mais nous avons aussi l'opportunité de repartir à zéro, avec honnêteté et compassion. » 3 mois plus tard, Miss Marple reçut une lettre de Lady Constance. La vente du collier s'était déroulée magnifiquement, atteignant même un prix supérieur aux estimations. Edmund avait payé toutes ses dettes et s'était effectivement engagé dans un programme pour soigner son addiction. Plus remarquable encore, il s'était découvert un talent pour la gestion du domaine et travaillait maintenant main dans la main avec Victoria pour restaurer les finances familiales, Mary. Fletcher avait subi son opération avec succès et se rétablissait admirablement. Miss Fletcher continuait à servir la famille avec le même dévouement, mais maintenant, sans le poids du secret et de la culpabilité. Philippe avait achevé le catalogage de la bibliothèque et avait découvert plusieurs manuscrits rares qui, une fois vendus, avaient rapporté une somme considérable au domaine. « Grâce à vous, chère Jane, » écrivait Lady Constance, « nous avons non seulement retrouvé le collier, mais aussi quelque chose de bien plus précieux, l'honnêteté, le pardon et une nouvelle chance de devenir la famille que nous aurions toujours dû être. La tempête d'hiver est passée, et avec elle, tous nos secrets toxiques. Le printemps s'annonce magnifique à Winterbourne. » Miss Marple sourit en repliant la lettre, regardant par sa fenêtre les jonquilles qui fleurissaient dans son jardin de St. Mary Mead. Elle pensa à ce manoir lointain, à ces gens qu'elle avait aidés à se retrouver. Parfois, se dit-elle en reprenant son éternel tricot, le plus grand mystère n'était pas de découvrir qui avait commis un crime, mais de comprendre pourquoi, et de trouver le chemin vers la rédemption
Car au fond, n'était-ce pas là la véritable nature humaine? Non pas dans le crime lui-même, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs, à demander pardon et à offrir une seconde chance. Les êtres humains étaient complexes, imparfaits, capables du pire comme du meilleur. Et tant qu'il resterait de la compassion dans ce monde, il y aurait toujours de l'espoir. La tempête de Winterbourne était finie, mais Miss Marple savait que d'autres mystères l'attendaient, car où qu'il y ait des êtres humains vivant ensemble, il y aurait toujours des secrets, des mensonges, mais aussi, heureusement, la possibilité du pardon et de la rédemption.